Bienvenue dans votre émission On fait le point. Ce numéro, comme tous les autres, participe de l'exercice de reddition des comptes voulu par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, avec les hauts fonctionnaires, gestionnaires des deniers publics. Il s'agissait donc pour les membres du gouvernement de décliner les montants obtenus au titre de l'exercice 2024, les grandes dépenses effectuées avec les projets et programmes et leur impact sur le quotidien des Guinéens. Le présent numéro porte sur la primature et notre invité est un grand commis doublé d'hommes politiques au parcours tout aussi louable. Nous avons le plaisir d'accueillir le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Amadou Ouriba. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, et merci d'avoir accepté de vous prêter à cet exercice de vérité et de redevabilité. Bonsoir et merci pour votre invitation. Ce plateau est animé par Ibrahima Khalil Diakité, Tierno Amadou Kamara, et puis donc avec la production de l'émission On fait le point. Vous êtes les bienvenus dans cette émission. Merci. Bonjour Monsieur le Premier ministre, merci donc d'avoir accepté notre invitation. D'abord une première question un peu hors canevas. Quelle est la définition, quelle est l'importance que vous accordez à cet exercice de reddition des comptes? Vous savez, nous gérons le patrimoine public et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on explique à la population qu'est-ce que nous sommes en train de faire par rapport à sa contribution en tant que producteur de richesse, qu'est-ce qu'on fait de cette richesse, comment elle est répartie. Et c'est la raison pour laquelle cet exercice ne doit pas être simplement un exercice lorsque le président de la République le demande. De manière régulière, les membres du gouvernement, et j'insiste fortement là-dessus, les membres du gouvernement doivent être accessibles, doivent être à l'écoute de la population et utiliser le médium qui sied le mieux à une explication la plus large possible, c'est-à-dire utiliser les médias pour s'expliquer, pour expliquer notre politique et pour, bien entendu, rendre compte à la population comment les responsables sont en train de gérer la situation, tant sur le volet social qu'économique que politique. C'est extrêmement important parce que nous sommes là pour servir et c'est la raison pour laquelle les populations qui doivent être servies doivent savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour les servir. Monsieur le Premier ministre, avant d'en venir tout à l'heure à votre lettre de mission, qui est déclinée, je crois, en 3 phases, en 3 volets, vous avez quand même une enveloppe substantielle pour pouvoir assurer le fonctionnement régulier des différents services de la primature. Bon, c'est vrai. En fait, le budget essentiel de la primature, c'est le budget qui concerne le volet assurer le fonctionnement régulier des services de la primature. Il y a du personnel, il y a des services, il y a de temps en temps des projets sur lesquels le Premier ministre met des moyens et qui peuvent être coordonnés par les services de la primature. Par exemple, à l'heure actuelle, tout ce qui concerne le volet mise en œuvre des assises nationales concernant l'opérationnalisation des 45 recommandations, c'est la primature qui est en train de gérer cet aspect. Mais en dehors de cela, nous n'avons pas de budget pour être un opérationnel, parce que la primature n'est pas un département opérationnel, c'est un département de coordination, d'impulsion, d'élaboration de la stratégie globale pour que les ministères sectoriels, qui sont des ministères sectoriels, puissent mettre en œuvre ces différents volets. L'aspect qui m'intéresse par rapport au budget, lorsque j'ai été nommé, il y avait un budget qui était évalué de l'ordre de 30 et quelques milliards de francs guinéens pour la rénovation de la primature. Et donc, j'ai estimé, suite à la catastrophe que le pays venait de subir avec l'explosion du dépôt, ce serait, à mon avis, pas du tout adapté de procéder à l'utilisation de ce budget pour rénover une primature. Et comme le gouvernement éthiopien
avait donné un terrain à la République de Guinée depuis 2015 pour la construction de l'ambassade à Addis Abeba, et rien n'a été fait jusqu'à ce moment-là. Nous avons estimé, pour la représentation de notre pays à l'international, il fallait mieux utiliser de manière très importante ce budget pour entamer les travaux de cette ambassade, parce que si rien n'était fait jusqu'à la fin de l'année 2024, le gouvernement éthiopien était en droit de dire « puisque vous ne voulez rien faire, moi je récupère le terrain ». Et donc ça aurait été vraiment une perte et un discrédit sur la scène internationale pour un pays qui est membre fondateur de l'Union africaine. Donc nous avons prélevé de ce budget de rénovation de la primature près de 2 millions de dollars américains pour l'affecter au ministère des Affaires étrangères pour que les travaux puissent commencer incessamment. Et à l'heure actuelle, je sais que les travaux ont commencé. Donc, grosso modo, c'est une idée d'utilisation d'une partie du budget lié à la rénovation ou du moins à des investissements que nous avons pensé l'utiliser autrement. Voilà, si vous êtes d'accord, on en vient maintenant à votre lettre de mission. Les Guinéens, vous-même, vous avez largement informé pour dire que le chef de l'État vous a demandé de travailler sur l'axe social, sur l'axe économique et sur l'axe politique. Alors, en conclusion, qu'est-ce qui a été fait sur ces trois volets? En très peu de mots, parce qu'il y a encore d'autres questions pour cette première partie. Voilà. Bon, je ne peux pas résumer l'action du Premier ministre de la République de Guinée en quelques mots concernant les trois volets essentiels de sa mission. Sur l'aspect social, vous avez le capital humain, vous avez la santé, vous avez pratiquement tout ce qui concerne le devenir, la création d'un espace de stabilité dans ce pays, la question de la cohésion nationale, la réconciliation nationale et le règlement pacifique du passif historique que nous sommes en train de gérer. Et au-delà de ça, la question de la justice, de l'équité, de l'inclusion. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été engagées et les 45 recommandations des Assises nationales condensent la philosophie et l'approche qui est déclinée dans beaucoup de volets que les ministères sectoriels sont en train de mettre en œuvre et que le Premier ministre, chef du gouvernement, est en train d'impulser pour que cela puisse être réalité conformément aux instructions que le président de la République a indiquées. Comme vous l'avez suggéré dans votre réponse tout à l'heure, dans votre démarche, et si on parlait de, comment on appelle ça, des acquis au niveau des 45 recommandations des Assises nationales, avant d'en venir à votre déclaration de politique générale? Non, d'ores et déjà, le comité technique chargé de suivre la mise en œuvre de ces 45 recommandations a organisé récemment une tournée dans les ministères sectoriels pour s'assurer de l'opérationnalisation de certaines recommandations. Mais je crois que l'essentiel des 45 recommandations sont déjà prises en compte. Bon, il y a certaines recommandations qui sont emblématiques. Le procès du 28 septembre, ça c'est quelque chose de très important qui a fait que la Guinée a joué un rôle historique majeur ayant la capacité par elle-même, pour elle-même, d'organiser un procès qui fait notre fierté, qui fait aussi la fierté de l'Afrique et qui montre que en Afrique, on est capable par nous-mêmes de gérer des situations beaucoup plus complexes avec fierté, avec professionnalisme. Je salue au passage les magistrats qui ont été, disons, en capacité de permettre à la Guinée de s'enorgueillir de la qualité de ce procès. Et puis, je salue également les victimes dont les mesures de réparation et de compensation ne sont pas laissées en jachère. Le gouvernement continue de rechercher les moyens pour abonder le fonds qui permettra de faire en sorte que les victimes sachent que nous sommes en train de travailler sur ça. Avez-vous une idée des indemnisations qui avaient été prévues aussi dans les 45 recommandations?
Non, on n'avait pas chiffré cela au niveau des 45 recommandations, mais c'est un principe. Et c'est un principe validé, c'est un principe qui est aussi considéré comme étant une instruction du président et que le gouvernement devra et doit mettre en œuvre. Je vais vous donner un exemple de ce que nous sommes en train de faire actuellement. Il y a un jeune homme, Bailo, qui était pendant plus de 10 ans pratiquement un pensionnaire de l'hôpital Jean-Paul II, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Il avait reçu une balle au dos, certains organes vitaux étaient atteints, et l'hôpital, par un souci humanitaire, l'a gardé. Il vient d'être opéré à l'hôpital d'Onka pour lui permettre d'avoir une vie beaucoup plus, j'allais dire, autonome et des dynamiques lui permettant de se reconstruire à travers des actions précises pour qu'il puisse avoir un revenu et recommencer à vivre. Ça, c'est un exemple que nous avons fait. Il y a d'autres comme M. Goumou, qui aussi avait reçu une balle, qui avait fracturé certains de ses os. Bon, il y a eu des tentatives de réparation, mais ça n'avait pas marché. Dans les prochains jours, il va être envoyé en Turquie pour que, sur le plan technique, qu'il soit dans de meilleures conditions pour être soigné. Récemment, il y a une victime de la tragédie de Zérekore qui ne pouvait plus s'asseoir. Il est complètement coincé. Nous avons pris également le soin d'assurer son évacuation vers des centres hospitaliers beaucoup plus modernes. Il y a d'autres, pour dire que l'action continue. Ce ne sont pas des actions spectaculaires, mais ça continue. Mais je peux vous en citer beaucoup. Oui, c'est compris. Vous avez aussi fait une déclaration de politique générale qui a retenu pratiquement l'attention de l'opinion nationale surtout, l'opinion nationale et même internationale, par la densité des propositions que vous aviez faites. Au pif, comme ça, on se souvient, vous aviez dit que la Guinée avait besoin d'une autorité renouvelée, une action publique efficace, plus de transparence, un débat démocratique. Est-ce que vous êtes satisfait du parcours en moins d'1 an à peu près de votre installation? Je pense qu'en moins d'1 an, il est difficile de rattraper, disons, des décennies et des décennies de manque d'action pour prendre en compte les besoins de la population. Mais néanmoins, nous sommes dans une pente de croissance par rapport à cela. Mais je dois dire, parce que là, il ne faut pas qu'on oublie, la Guinée était sinistrée en début 2024. Beaucoup de nos compatriotes étaient particulièrement inquiets. L'explosion du dépôt a pratiquement... C'est le cœur du pays qui était atteint par l'explosion du dépôt. Vous n'avez pas de carburant, l'économie est affectée, la vie sociale, en tout point de vue. Mais je salue ceux et celles qui ont pris, lors de l'explosion du dépôt, des mesures les plus idoines pour penser la continuité de l'État, la continuité des services. Donc, à travers mes propos qui reçoivent les hommages et la reconnaissance, disons, de la République à l'égard des actions qui ont été faites pour permettre à la République, à l'État guinéen d'être debout. Ils se reconnaissent, je n'ai pas besoin de les citer. C'était ça, février, mars 2024. Par la suite, nous avons été affectés, en plus de cette crise du carburant, parce que nous n'avions pas le dépôt, de la question de la desserte en électricité, complètement dans le noir. Période de carême, mois de mars 2024. Là aussi, ça a été difficile pour nos compatriotes. Ils ont accepté, malgré toutes ces souffrances, le carême chrétien et le ramadan musulman, stoïquement d'accepter la situation dans l'espoir que les choses vont s'améliorer. Et là aussi, il faut saluer
cette capacité de résilience de la population guinéenne. Donc, si je comprends bien, votre déclaration de politique générale agrégeait l'ensemble de ces questions fondamentales de l'État. C'est clair, parce que cette déclaration de politique générale est intervenue au mois de mai. Et donc, c'était en liaison avec la situation que nous vivions à l'époque et la projection que nous avions lancée pour résoudre un certain aspect des choses. Grâce à Dieu, on ne dit pas qu'on a réussi totalement, mais les perspectives sont intéressantes. Par rapport à la question de l'électricité, dans quelques mois, vous allez voir. On va en parler dans le volet économique tout à l'heure. D'accord. Maintenant, pour le volet social, surtout dans votre déclaration de politique générale, vous aviez insisté sur la couverture médicale des fonctionnaires et des retraités. C'était un sujet qui vous tenait particulièrement à cœur. C'est vrai. En peu de mots, quel est le bilan que vous faites? Non, le bilan est positif. Et c'est une révolution dans ce pays. Parce qu'il faut qu'on dise les choses ouvertement. Pendant des décennies et des décennies, dans un pays qui était considéré à un moment donné comme un pays à vocation socialiste, qu'il n'y ait pas une couverture maladie pour les agents de l'État, c'était une fragilité, j'allais dire, extrême. Aujourd'hui, la politique qui est mise en œuvre, c'est d'avoir une couverture maladie. Ce n'est pas encore tout à fait parfait, mais c'est un début. Agir et parler moins. Par le passé, on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, on parle moins. Place à l'action. On agit. Dans la suite de ce débat, et notamment dans le volet social, vous aviez aussi parlé de création d'emplois, d'éducation, de santé, l'accès à l'eau, à l'énergie. Je vais laisser la suite avec Mbonné. Monsieur le Premier ministre, vous êtes, en tant que chef de gouvernement, vous êtes aussi garant du dialogue social. Est-ce qu'on peut savoir en 2024, il a parlé tout à l'heure d'aspects que vous avez, d'évolutions qui ont été faites, notamment la couverture, ça revient souvent dans les revendications de vos partenaires sociaux. Est-ce qu'on peut savoir en 2024 exactement qu'est-ce qui a été fait pour que des réformes comme ça soient possibles, notamment la couverture médicale dont il parlait tout à l'heure? Non, par rapport à la couverture médicale, comme vous le savez, il y a une implication de budget national, puisque une partie d'abonnement de la caisse, c'est des 18%, c'est le budget national qui le couvre. Et chaque agent, on lui prélève 5%. C'est déjà un bon début par rapport à une couverture qui n'est pas maximale, mais une couverture qui permet à la grande majorité, sinon à la totalité des fonctionnaires de l'État, aussi bien ceux qui sont en activité que ceux qui sont à la retraite, de bénéficier d'un début de couverture médicale. Et cela va se renforcer dans le temps avec un abonnement de plus en plus conséquent pour élargir le niveau de couverture et puis aussi faire en sorte, lorsque le PNRAVEC, c'est-à-dire l'identification personnelle de chaque citoyen, afin de savoir qui des fonctionnaires, ses ayants droit, son épouse, ses enfants, parce qu'on ne veut pas rentrer dans une usine à gaz qui ferait que le programme ne soit pas du tout efficace. Il faudra lui assurer, disons, des mécanismes rigoureux pour que M. X est le père de X, Y, Z de la manière la plus fiable possible pour éviter, disons, des situations qui pourraient être malencontreuses et affecter les capacités de la Caisse à honorer ses engagements vis-à-vis des assurés. C'est un début, c'est une grande révolution, comme je vous l'ai dit. Nous n'avons pas fait des déclarations tonitruantes, nous agissons et je salue ceux qui ont été sur le plan technique et sur le plan politique à la base de ce processus. Tout à l'heure, j'avais dit, nous faisons la révolution sans l'entonner, parce que depuis l'indépendance, c'est la première fois
que les fonctionnaires de l'État. Et ceux qui sont à la retraite sont pris en charge par une couverture maladie. Oui, ça c'est pour ceux qui vont à la retraite. À présent, concernant ceux qui sont en activité. Mais eux aussi, ceux qui sont en activité, comme ceux qui sont à la retraite, bénéficient de cette couverture. Oui, exactement. C'est l'autre volet de la question. Maintenant, ceux qui sont en activité, il y a eu beaucoup de départs aussi à la retraite, et vous avez fait du remplacement parce qu'il y a eu des recrutements qui ont été faits, ce qui a été salué. Mais il y a encore des problèmes qui persistent, notamment le déploiement des fonctionnaires au niveau des lieux de travail. Par exemple, à l'intérieur du pays, il y a des zones carrément qui ne sont pas couvertes par ce déploiement. Qu'est-ce que vous faites pour que les fonctionnaires qui ont des salaires puissent trouver du travail? Parce qu'il y en a qui disent aussi qu'ils ne sont pas postés. Bon, je pense que là, on est en train de régler d'abord la question au niveau, j'allais dire, de l'enveloppe. Si je dis l'enveloppe, c'est-à-dire la restructuration des ministères. Vous avez vu que la question des ZPA s'est invitée au cours de l'année dernière dans le débat. C'est un dossier qui n'est pas encore clos. C'est un dossier qui n'est pas encore clos, qu'on va rouvrir dès début février pour en finir le plus rapidement possible, pour rationaliser, disons, la distribution des revenus de transfert que l'État est en train de faire. On n'en a pas beaucoup, donc il faut rationaliser et être efficace à ce niveau-là. Et à partir de là, faire en sorte qu'il y ait une cartographie nationale. Je prends un exemple. Dans certaines contrées du pays, qui couvrent pratiquement des superficies relativement grandes, je prends la sous-préfecture de Massy, qui s'étend sur près de 80 km de part en part. Vous n'avez que 3 ou 4 ou 5 ou 6 agents de police. Comment, de ce point de vue, il y aurait une efficacité de la sécurité alors que c'est un désert au point de vue de la présence des agents de force de l'ordre? Sur le plan médical, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, à l'intérieur du pays, il y a des zones qui ne sont pas couvertes. Tout le monde préfère s'agglutiner du côté du Grand Conakry. Des mesures vont être envisagées pour une répartition sur l'ensemble du territoire. Et c'est cela qui a commandé à ce que le président de la République instruise le ministre du Travail et de la Fonction publique dans le cadre du recrutement de faire en sorte, surtout par rapport aux contractuels qui ont été engagés par l'État, grosso modo 10 000 contractuels qui étaient dans une précarité extraordinaire, qui ont été employés pendant près de 5-6 ans par le précédent régime, sans pour autant bénéficier de leur salaire. C'est ce qui était une injustice que je ne peux pas qualifier. Nous avons procédé à la régularisation pour permettre à ces jeunes gens qui, pendant un bon bout de temps, étaient ceux qui ont permis à l'école d'être debout. Parce que s'ils n'étaient pas là, pratiquement, dans certaines zones du pays, il n'y aurait pas eu d'école. Donc, on le salue, on les remercie, on leur rend hommage. Et cette question a été résolue à la grande satisfaction des uns et des autres. Il y a quelques aspects qui persistent, mais nous allons les corriger au fil du temps. Donc, ceux qui sont recrutés, dans ce cadre, restent là où ils ont été enrôlés. Donc, c'est pour permettre que nous ne recrutons pas des gens pour une sous-préfecture et le lendemain qu'ils demandent à aller dans la capitale comme si l'Eldorado est dans la capitale. Ça, c'est des mesures. Une autre mesure qui fait référence aussi à une des recommandations des assises sociales, 20% du budget des ministères sectoriels doit être affecté à l'intérieur du pays. Ça aussi, c'est une nouveauté pour équilibrer progressivement le territoire et qu'il n'y ait pas des zones littéralement oubliées, abandonnées. Une mesure déjà effective. C'est vrai, parce que regardez, il y a des villes qui n'avaient même pas d'eau, même pas de centimètres de goudron. Et les ressortissants de Tougué étaient la semaine dernière à la primature pour remercier, disons, les autorités de ce pays que pour la première fois,
ils voient du goudron, ils voient de l'eau, ils voient de l'électricité dans leur collectivité locale. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc c'est comme si la Guinée vient de naître maintenant. Et vous allez voir, au fur et à mesure que des conditions idoines seront créées à l'intérieur du pays, beaucoup de personnes vont se dire pourquoi je vais me fatiguer à vivre dans une mégapole de 3-4 millions d'habitants avec tous les problèmes du monde, si dans mon petit village, il y a l'école à côté qui fonctionne très bien, il y a la route, il y a l'électricité, il y a des possibilités à côté du travail officiel d'avoir des activités supplémentaires pour accroître le revenu, les gens vont aller à l'intérieur du pays. Et c'est l'optique que nous sommes en train de créer. Faire en sorte que sur l'ensemble du territoire, qu'il puisse y avoir des hommes et des femmes en activité capables, de par leur propre production, de vivre et de créer des richesses. Il y a aussi des services, d'autres services sociaux de base, toujours pour rester dans le volet social. Il y a aussi d'autres services sociaux de base dont vous avez longuement parlé depuis que vous êtes aux affaires. Vous avez parlé de l'accès à l'eau et à l'énergie. Tout à l'heure, on avait interrompu le développement sur l'énergie. Vous allez le reprendre pour les téléspectateurs. Et puis aussi, il y a l'accès à l'information. Vous étiez au ministère de l'Information pour lancer la télévision numérique pour tous, la télévision numérique terrestre. Bien, ça aussi, il faut que nous soyons aux normes. Il faut que nous allions dans le cadre de la modernité au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies pour permettre à l'ensemble de la population d'être en capacité d'avoir l'information. Parce qu'avoir l'information, c'est avoir la connaissance, c'est avoir le savoir, c'est savoir qu'est-ce que, sur le plan, en tant que citoyen, qu'est-ce que son pays est en train de devenir. Et donc ça, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en œuvre. Ça a pris beaucoup de temps, mais c'est en train d'être mis en œuvre. Mais par rapport à cela aussi, il faut rappeler que les radios rurales, malgré leur importance stratégique pour la couverture du pays, c'est cette année, grâce au dynamisme du ministre de l'Information et de la Communication, que toutes les préfectures du pays sont couvertes par l'existence d'une radio rurale locale, parce que c'est le principal vecteur de communication pour l'ensemble des citoyens de cette zone. Et la primature a contribué à doter la préfecture de Lola récemment d'une radio rurale. Et stratégiquement, les préfectures qui sont périphériques, c'est-à-dire qui sont à la frontière avec d'autres pays, c'est un critère de souveraineté qu'ils se sentent aussi pris en compte par le gouvernement de leur propre pays. Sinon, au fil du temps, ils se sentiront beaucoup plus, disons, d'une autre entité étatique que de l'entité nationale. Donc nous sommes en train de réparer cela progressivement avec les mesures et les moyens qui sont à la disposition de la collectivité. L'énergie. La Guinée, malgré tous ses atouts, a brillé par une insuffisance notoire en termes de production d'électricité. Et cette année, nous allons, avec l'aide de Dieu, faire en sorte que nous puissions avoir une capacité, conformément au discours de politique générale, de produire près de 1,2 gigawatts, c'est-à-dire ce que la Guinée n'a jamais produit. Si on cumule tout ce qui a été fait depuis que la Guinée moderne a eu de l'électricité, jusqu'à présent, on n'a pas eu ce niveau de production. Ce niveau de production, avec l'aide de Dieu, nous allons le mettre en œuvre le plus rapidement possible, avec au minimum près de 700 à 800 mégawatts en énergie solaire. Le reste, c'est des turbines à gaz ou, disons, d'autres turbines classiques qui permettront d'avoir un mix énergétique qui fera que nous ne soyons pas dépendants simplement d'une seule forme de production. Et si vous avez une production suffisante d'électricité, il faut également
avoir le transport. Parce que si vous produisez, il n'y a pas le moyen de transporter cela. Donc là aussi, j'ai demandé au ministre de l'Énergie de faire en sorte que les lignes qui doivent transporter l'électricité puissent avoir le soutien et l'attention pour qu'il n'y ait pas de retard à ce niveau-là. La question énergétique, c'est la question de notre développement. Et produire, transporter, distribuer, cela veut dire également payer. Oui. Et actuellement, il y a une campagne pour que nos compatriotes sachent que c'est une denrée qui coûte excessivement cher. Et cette denrée excessivement chère doit être considérée comme quelque chose de très précieux. Donc, qui ne doit pas être gaspillé, qui doit être utilisé avec beaucoup plus de, j'allais dire, de responsabilité. Des lampes qui s'allument toute la journée, alors qu'il n'y a... c'est inadmissible. Et puis, il y aura des mesures aussi pour aller vers l'efficience, disons, de l'utilisation de l'électricité. Les compteurs prépayés, qu'au mois d'avril, lorsqu'il y avait eu une pénurie, que des gens, de manière criminelle, ont incendié le dépôt de Hamdallahi pour que tous les compteurs qui étaient là-bas, qui devraient être distribués, brûlent, nous allons remettre cette politique avec beaucoup plus de fermeté pour que systématiquement, il n'y ait que de compteurs prépayés dans ce pays. L'année dernière, la primature a donné le ton pour que les établissements, les ministères aient des compteurs prépayés pour qu'on facture. Et qu'est-ce que nous avons découvert lorsqu'au niveau de la primature, on a mis les compteurs prépayés? La facture d'électricité qui était comptabilisée pour le compte de la primature a baissé de 75%. Cela veut dire que les compteurs prépayés permettront d'avoir une économie pour ceux qui payent le courant de manière substantielle et ils seront quittes par rapport à l'utilisation de cette denrée. Peut-être que, Monsieur le Premier ministre, au début de cette crise, vous avez quand même eu un langage de vérité pour dire aux Guinéens que ça ne sera pas résolu demain ou après-demain. On a pris quelques mois. Aujourd'hui, la question est en train d'être résolue parce qu'à plusieurs endroits de Conakry, il y a l'électricité abondamment. Mais à quel coût? Non, c'est encore cher parce que l'énergie... Je veux dire, ça a coûté combien à l'État pour résoudre... Je n'ai pas le chiffre exact puisque je ne suis pas le comptable du ministère de l'Énergie. Mais ce que je peux vous dire, que ça nous coûte très cher. Mais c'est une période transitoire. Parce que vous savez, pour l'instruction présidentielle d'avoir des usines de transformation de la bauxite en alumine et en haute denrée de la chaîne de valeur. Certaines compagnies disent le courant coûte cher ou le courant, on n'a pas une capacité énergétique suffisante pour permettre l'installation de ces usines de transformation. Donc l'objectif actuel, c'est durant l'année 2025 de faire en sorte qu'il y ait une production suffisante en électricité, une gestion rigoureuse du secteur de l'énergie et puis une attitude responsable de nos concitoyens pour permettre au secteur de l'énergie, surtout à EDG, qui sera profondément réformé pour une meilleure gouvernance. Pourquoi pas privatiser? Non, tout ça, ce sont des éléments qui interviendront dans le temps, de manière responsable, de manière lucide, pour avoir la meilleure démarche qui permette à l'État de sortir d'une subvention chronique d'environ 3 000 à 4 000 milliards chaque année, alors que de l'autre côté, nous n'avons pas d'école, de centre de santé, etc. Donc c'est une question d'équité, c'est une question de justice pour que progressivement ce secteur de manière globale soit, j'allais dire, réformé. L'usine d'alumine ou l'usine d'aluminium ne peut être que si on baisse le coût de la production de l'électricité. Actuellement, grosso modo,
on est de manière générale facturé à 17 cents le kilowattheure. Il faut qu'on ramène cela à 5 cents le kilowattheure pour que des industriels aient, disons, intérêt à venir installer leurs usines dans notre pays. Et de ce point de vue aussi, c'est une révolution mentale. Les agents qui travaillaient régulièrement dans ce secteur considéraient les choses tout à fait normales, 17 cents, 18 cents, 20 cents. Non, il faut que l'électricité, le coût de production soit rabaissé de telle manière que l'industrialisation de ce pays puisse être possible et avantageuse pour la collectivité. Monsieur le Premier ministre, on a développé tout à l'heure le volet social, maintenant nous en venons au volet économique. Au volet économique, peut-être que les planètes, comme le diraient les autres, les planètes se sont alignées pour vous. L'économie a été assez résiliente, un taux de croissance assez important, une inflation maîtrisée. Vous allez dire que vous êtes un Premier ministre chanceux? Bon, quelle est la réalité? Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental. La renaissance de la Guinée est engagée. Et l'arrivée du CNRD, ce n'est pas quelque chose de fortuit. Les réformes, les idées, la volonté de transformation, c'est une évolution sociologique d'une société qui, pendant des décennies et des décennies, s'est retrouvée dans une impasse qui n'a pas permis de réaliser les grandes ambitions de ce pays. Et aujourd'hui, avec le leadership du général Mamadi Doumbouya, la volonté politique est là. Et des stratégies ou des velléités qui avaient fleuri il y a 10-15 années sont en train d'être mises en œuvre. La question du transguinéen. Lorsqu'on était petit, on entendait parler, lorsque le transguinéen sera là, la Guinée va être totalement transformée. Certains croyaient que cela était une chimère, que ça n'allait jamais arriver. C'est en train d'être finalisé. Le Simandou est dans une phase de préparation à l'exploitation effective des mines. Et le programme qui est engagé, le port, 670 km de voies ferrées, des sites miniers, ne sont plus des questions où on rêve, on est en train de le faire. C'est quelque chose de fondamental. D'ailleurs, il y a des experts de la Banque mondiale et du FMI qui disaient c'est la seconde indépendance de ce pays. Donc il faut gérer cela avec rigueur, efficacité, pour que cette seconde indépendance soit l'indépendance qui va mettre la Guinée sur orbite dans le sens de l'émergence économique et de la prospérité de toute la nation. Et ça va se faire. Donc, de ce côté-là, il faut saluer tout ce qui est fait. C'est l'ère du temps. C'est la société guinéenne qui a mûri. Convergence d'une arrivée du CNRD avec cette volonté transformatrice, plus maintenant la maturité de la société pour se dire il faut qu'on réussisse. Donc on est dans cette direction. Exactement. Pour illustrer ce qu'il dit, c'est au temps du CNRD qu'on a proclamé la Guinée comme étant sortie des pays à revenus faibles pour être à revenus intermédiaires. Mais n'est-ce pas le fruit de réformes antérieures? Si les réformes antérieures avaient été faites conséquemment, on aurait pu gagner 10 années. Mais malheureusement, je ne veux pas jeter la pierre. Rendons à César ce qui appartient à César. Il y a une période historique où on aurait pu nettement mieux faire. Mais ce n'est pas le lieu de... Mais justement, ces réformes, ces indicateurs macroéconomiques, notamment
toutes ces données économiques qu'il a données, c'est une chose. L'autre chose, c'est comment répercuter ça sur le panier de la ménagère. Effectivement, c'est sur ce défi que votre gouvernement a été attendu, les réformes, les réussites macroéconomiques, etc. Qu'est-ce que vous avez fait pour assurer une distribution de cette ressource-là, de cette richesse-là à l'ensemble des Guinéens? Bon, déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2024, la Guinée a commencé par des sinistres. Ouais. Et il fallait les résorber. L'explosion du dépôt, la question de la crise énergétique, qui a plombé ce qu'on aurait pu faire. Mais grâce à Dieu, le pays a remonté la pente. Les prix restent toujours chers. Mais attendez. Le niveau d'inflation est relativement stabilisé. Tout à l'heure, on a dit qu'il y a eu 20 000 fonctionnaires qui ont été recrutés et stabilisés, avec un pouvoir d'achat à travers leur salaire. Vous avez parlé de la couverture maladie. Ça aussi, c'est une forme de distribution sociale. Mais je vous dis, il y a aussi beaucoup d'impact parce que nous n'avons pas encore, de manière satisfaisante sur l'ensemble du territoire, eu les infrastructures qui peuvent drainer les produits qui sont les produits maraîchers, par exemple, les produits de récolte, pour mettre tout le monde au travail et que la richesse puisse atteindre l'ensemble des populations guinéennes. C'est un déficit, mais nous allons travailler et nous travaillons sur ça, pour notamment en ce qui concerne les routes. Parce que les routes, ce n'est pas simplement que les gens aillent vite et bien, mais c'est que les biens et services circulent, que la richesse se diffuse, que les hommes et les femmes qui produisent puissent avoir des facilités pour accéder à des marchés, pour qu'ils puissent générer des revenus. Donc c'est tout cela qui est en train d'être mis en place, parce que c'est les fondamentaux du développement. L'accès à l'électricité, ça va encore permettre d'accumuler davantage. Malgré les difficultés que nous avons eues et les sinistres enregistrés au début de l'année 2024, le taux de croissance est considéré comme relativement exceptionnel, 6,1%. Cela veut dire qu'il y a eu un supplément de richesse pour nos compatriotes. On stabilisera cela pour en faire un levain pour que 2025, avec l'aide de Dieu, qu'on puisse avoir un taux de croissance qui pourrait atteindre les 2 chiffres et faire à partir de ce moment-là en sorte que cela dure dans le temps pour inverser la courbe. Cela va avoir une répercussion sur le prix des denrées, parce que c'est ça. Bien sûr, parce que si les marchés sont accessibles, si les produits circulent, si les Guinéens sont partout mis au travail avec une offre de produits de plus en plus importante et la demande est satisfaite par la production locale, il va de soi que les prix vont baisser. Monsieur le Premier ministre, au cours de l'année, on vous a vu aussi très à cheval sur certaines questions, notamment le développement de l'agriculture, parce que tout le monde est d'accord que notre économie est très peu diversifiée. Ça commence par les mines, ça se termine par les mines, alors qu'on a d'autres atouts. Vous avez porté aussi la question du massif de Fouta Djallon. On voulait que vous nous en disiez deux mots, parce qu'on est un peu pris par le temps. Il reste encore le volet politique et puis surtout la gouvernance. Par rapport à l'agriculture, l'agriculture et l'élevage, c'est un écosystème fondamental pour notre souveraineté alimentaire et pour la stabilisation de la société. Un pays qui ne parvient pas à nourrir sa population, c'est un pays qui devient fragile. Et cette année, nous allons d'ores et déjà, j'ai évoqué cela avec les hauts cadres du ministère de l'Agriculture. L'objectif, c'est de faire en sorte que progressivement, année par année, nous sortions de notre dépendance vis-à-vis des produits importés. Par exemple, la question de l'oignon. Faire en sorte que notre production locale permette à ce que, pour cette année et début 2026, qu'on n'ait pas besoin... Le riz, la pomme de terre, on a fait des progrès considérables. C'est-à-dire qu'il faut aller avec des objectifs précis. C'est cette lettre de mission qui figurera dedans. La question de l'oignon, la question de la pomme de terre, le riz. Le riz, on a demandé aux hommes d'affaires importateurs de riz d'avoir un deal pour que
ils puissent commencer la production sur le plan local. Ils disent qu'il leur manque de terres. L'État se donnera les moyens de leur permettre d'accéder à des terres de manière sécurisée. À eux maintenant, puisqu'ils ont un pouvoir économique suffisamment conséquent, d'aménager et de produire pour diminuer leur niveau d'importation. Et à terme, d'ici 3-4 ans, il faudrait que la Guinée sorte définitivement de l'importation du riz. Pour le manioc, je suis un adepte de cela, parce qu'il y a des jeunes qui sont dans le désespoir, alors que avec la terre, vous donnez 1, vous récoltez 10. Là, le manioc, rien n'est perdu à travers ça. Et amener progressivement ceux qui ont les moyens d'investir dans la transformation de nos produits agricoles. C'est la question fondamentale de notre sécurité et de notre capacité de créer de manière effective des emplois. Vous allez me dire maintenant comment il faut faire. Par exemple, je reviens toujours à cette question qui m'a scandalisé lorsque je suis allé à Dabola. Il y a l'ERAM de Dabola, qui est une belle bâtisse, un grand bâtiment qui peut accueillir 1200 étudiants, qui n'en a que 200. Je trouve cela scandaleux. S'il faut, on peut demander une assistante technique pour avoir, disons, des gens pour former même des retraités que nous pouvons recycler pour qu'ils aillent enseigner dans ces écoles, pour que nos enfants puissent apprendre des métiers et que par ce biais-là, très rapidement, que les gens se mettent au travail. Et les enfants, on ne va pas simplement les dire « allez étudier ». On mettra des moyens incitatifs pour qu'ils trouvent intérêt en 3 mois, 4 mois, comme l'ASCAD est en train de le faire, pour que très rapidement, que beaucoup de nos jeunes qui ne savent pas travailler, qui n'ont pas de métier, puissent accéder à un niveau de formation suffisant pour qu'ils puissent être vraiment titulaires d'un niveau de CAP ou d'un BTS ou d'un BEP pour être employables. C'est la question de l'emploi. Je donne un exemple. À l'intérieur du pays, vous voulez même si, comment on appelle ça, cultiver, mais vous ne trouvez personne. Or, nous avons des millions de nos jeunes qui disent qu'ils n'ont pas d'emploi. Or, le secteur agricole a besoin de la main-d'œuvre, mais il faut que les incitations... Peut-être qu'ils ont besoin d'être organisés, non, on va les organiser. L'autre question que je voulais poser, Monsieur le Premier ministre, l'année 2024, ça a été aussi l'actualité minière, notamment Simandou et Simandou 2040. Oui, mais on a besoin de savoir. Aujourd'hui, l'opinion, économiquement, on pense que c'est un bon projet, ça donne de belles perspectives, sauf que il n'y a pas suffisamment de transparence, notamment les documents concernant le projet Simandou ne sont pas publiés, et ça en violation même du code minier du gouvernement guinéen. Vous savez, il ne faut pas lire n'importe quelle lecture. Oui. Chaque pays défend ses intérêts. Et la diffusion d'informations stratégiques majeures peut porter préjudice à nos intérêts. Même s'il faut informer le peuple. Le peuple... Vous croyez que tout le monde veut que la Guinée s'en sorte? Vous croyez que tout le monde voit d'un bon œil cette évolution de la Guinée à travers, par exemple, la question du Simandou? Ça, c'est une question qu'il faut se mettre, disons. Lorsque vous êtes informé d'une situation qui peut mettre en péril les intérêts de votre pays, est-ce que pour des questions de transparence, il faut que le peuple soit informé? Vous voulez qu'on mette ça sur la place publique? Mais est-ce que vous ne mettez pas ce projet en danger? Parce que s'il n'y a pas suffisamment de transparence, est-ce que vous gagnez l'adhésion du peuple? Non, le peuple est déjà acquis puisqu'il voit ce qui est en train d'être construit. Mais visitez... Il ne sait pas comment c'est construit, à quel coût. Et c'est discuté à son nom. Non, le peuple veut, je veux du transport ferroviaire, je veux de l'emploi, je veux que mon niveau de vie progresse. Je veux voir ce pays se moderniser. C'est ce que le peuple demande. Donc les documents ne seront pas publiés? Non, chaque chose en son temps. C'est pas cette volonté sournoise de croire qu'il y a quelque chose de caché derrière. Non,
il y a des intérêts stratégiques majeurs. Est-ce qu'un gouvernement responsable va-t-il mettre sur la place publique sa stratégie nucléaire ou sa stratégie industrielle dans un contexte de convoitise, de rivalité maximum? Soyons responsables. Je prends par exemple l'histoire de GAC, qui est aussi un problème à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui était au début? Qu'est-ce qui était l'objet? C'était d'utiliser la bauxite issue de ce qui était rejeté par les compagnies CBG, la compagnie CBG, pour réutiliser cette bauxite pour avoir une usine d'alumine. Oui. Mais des responsables guinéens, peu soucieux de l'avenir et des intérêts de leur propre pays, sont allés négocier avec d'autres pays pour leur dire non, maintenant, on va se contenter simplement d'exporter la bauxite. Vous allez construire l'usine d'alumine, voire d'aluminium dans votre propre pays, en sacrifiant et en trahissant les intérêts de ce pays. Aujourd'hui, il y a une crispation et dans peu de temps, grâce à la compréhension mutuelle, ce problème va être résolu. Le problème de GAC va être résolu. Inch'Allah. Alors, Monsieur le Premier ministre, il y a non, aussi... c'est pour dire... Oui, oui. Si vous avez des gens qui ne sont pas soucieux de l'intérêt national, ils sont prêts à jeter ça par la fenêtre pour 100 millions de dollars, pour 50 millions de dollars, pour des peccadilles, alors que l'intérêt stratégique majeur de la Guinée est en train d'être complètement... La corruption. Exactement. C'est justement de cette corruption que je veux parler. Et 2024, vous avez fait aussi de la lutte contre la corruption. Vous l'avez dit dans votre déclaration de politique générale d'ailleurs, un de vos objectifs. On voit même des acteurs de l'actuel régime qui défilent devant la CRIEF. Est-ce l'illustration d'un engagement à lutter contre la corruption ou l'illustration de votre impuissance finalement à éradiquer ce phénomène dans l'administration? Vous suivez l'actualité nationale, n'est-ce pas? Oui. Vous vous rendez compte que ce n'est pas simplement une volonté de s'attaquer à des hommes et des femmes qui ont eu des responsabilités hier, et même aujourd'hui. Mais ça veut dire que ça perdure. Cela veut dire que la question de la prise de conscience, de la nécessité, disons, de servir ce pays, de servir sa population, ce n'est pas par un coup de baguette magique que tous les esprits vont s'aligner derrière cela. Il y a même, je peux vous dire, il y a même des gens qui étaient prêts de nous permettre d'avoir le bateau pour l'approvisionnement en électricité et qui allaient revenir à la collectivité nationale avec des chiffres de l'ordre de 800 millions de dollars. Oui. Mais 800 millions de dollars, avec 800 millions de dollars, on règle notre problème d'électricité pour la durée. On veut nous amener un bateau pour dire vous allez payer 800 millions de dollars. Je me demande si cela marche avec les gens ou avec la tête. Ces acteurs, où ils sont aujourd'hui? Hein? Ces acteurs qui ont voulu ça, ils sont où? Ils sont dans votre administration. Mais ces acteurs qui ont voulu que le bateau soit pris à 800 millions de dollars. Non, c'est pour vous dire que ce sont des enfants de ce pays. Si tout le monde était conscient de la nécessité absolue de servir le pays, de servir la population contre vent et marée, la Guinée ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Et c'est ça le problème. Oui. Ne voyons pas l'extérieur comme étant la cause de notre retard. Ce sont des enfants de ce pays qui sont en train de sacrifier ce pays. Et de ce point de vue, la détermination est claire. De plus en plus, il faudrait que les gens se rendent compte que ce qui était hier n'est plus aujourd'hui et ne le sera pas demain. Nécessité absolue de gérer avec responsabilité et détermination le patrimoine national.
Et des mesures beaucoup plus systématiques vont être prises en compte. Notamment la déclaration de patrimoine. Ça, c'est un petit aspect, ce n'est pas ça qui est important. Oui, mais c'est important. Non, c'est important, mais ça, c'est des trucs de buzz médiatique. Ce qui est fondamental, on te confie une responsabilité, on va suivre de manière régulière. Si tu fais correctement le travail, si tu ne le fais pas, alors il faudra rendre compte. immédiatement. Voilà, tout à fait. Il y a eu du laxisme, ce qui fait, j'ai demandé lors du dernier conseil au ministre des Finances de passer en revue le portefeuille de l'État et on va systématiquement vérifier le niveau, disons, la situation de chaque société où l'État a une participation. Il y a des sociétés qui existent depuis des décennies. Qu'est-ce que ça a rapporté au budget national? Oui, monsieur le Premier ministre, par exemple, je prends par rapport un à exemple. cette question, Oui. par rapport à cette question, les problèmes sont connus et ceux qui pillent l'économie nationale sont parfois connus. On sait que l'une des raisons fondamentales, ce sont les EPA. Ça fait 1 an que la main est lourde, on n'arrive pas à sortir une décision. Je vous ai dit que la question des EPA, à partir du mois prochain, ça reviendra sur le... Oui, parce qu'on nous a dit que le gouvernement n'arrive pas à trancher. Il y a des EPA qu'on veut protéger, il y a d'autres qu'on veut supprimer, etc. On ne comprend plus. Vous savez, là-dessus, est-ce que vous avez le soutien du président? Est-ce que vous avez le soutien du président même sur cette question, sur cette réforme majeure? Non, il a une totale confiance à l'action qui est engagée. Et de ce point de vue, d'ailleurs même, on ne souhaite pas qu'il soit en première ligne par rapport à tous les problèmes, parce que sinon, la décision... Il n'y a plus de rempart, Non, pas seulement ça. La décision reste radicale et définitive. Donc, nous y allons avec doigté pour amener de la manière la plus soft à ce que les uns et les autres comprennent. Il y a nécessité absolue de réformer ce pays. Et les mesures sont en train d'être prises. Mais par rapport aux sociétés d'État, les SA, par exemple, je prends l'Office de la publicité guinéenne. L'OGP. L'OGP. C'est une catastrophe. L'OGP dont il est question aujourd'hui. Oui, c'est une catastrophe. Mais ce genre de catastrophe, on fera en sorte que ça ne se répète plus. Déjà, le choix que le président a fait à nommer une nouvelle direction, c'est une volonté radicale de couper les choses de manière définitive. Et toutes les sociétés où l'État a une participation seront désormais vues avec rigueur. Y compris leur CIA, leur conseil d'administration. Mais il y a un cas présent, il y a le patrimoine bâti public. Non, ça date de 24 j'ai dit. Je parle des CIA, je parle des tout le monde qui rentre dans la chaîne de prise de décision seront vus avec beaucoup plus d'attention et de rigueur. Parce que si une entreprise fait faillite, la direction et son conseil d'administration sont en partie responsables. Et là, dans les prochains jours, je recevrai tous les corps de contrôle de l'État pour leur dire, faites votre travail de la manière la plus systématique possible. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir les ressources publiques qui sont jetées par la fenêtre. Ce serait une insulte à la collectivité. Monsieur le Premier ministre, c'est assez bien engagé. À présent, avec votre permission, on n'a pas pu aborder toutes les questions du volet économique parce qu'il restait les relations avec les institutions de Bretton Woods. Non, il restait votre plaidoyer sur le Fouta Djallon, mais on en parlera. On en parlera. Si vous êtes d'accord, il y a aussi des questions pertinentes et assez importantes sur le volet politique. Si vous êtes d'accord, on va aborder le volet politique. Monsieur le Premier ministre, nous avons parlé de belles choses depuis le début de cette émission, mais une transition, c'est transférer le pouvoir à une autorité plus légitime. C'est l'engagement d'ailleurs du CNRD depuis le 5 septembre. Pourquoi nous ne sommes pas encore à l'ordre constitutionnel alors que cela était prévu pour intervenir au plus tard le 31 décembre dans un accord dynamique entre vous, État, et la CEDEAO? Qu'est-ce qui a empêché le retour à l'ordre constitutionnel le 31 décembre? L'homme propose, Dieu dispose. Ça, c'est une réalité connue de tout le monde. La volonté d'aller dans cette direction s'est manifestée, a été actée par écrit. Mais pour des raisons
diverses. Le départ a été pris avec beaucoup de lenteur. Les mesures pour vraiment mettre les choses en place, c'est-à-dire les structures et les moyens, n'ont pas été faits avec diligence. Pour vous donner un exemple, ce n'est qu'avec mon arrivée comme Premier ministre chef du gouvernement qu'un mois et demi plus tard, que la coordination du PNRAVEC a été désignée. Or, le PNRAVEC, c'est l'élément déclencheur du processus. Bien entendu, il y avait des travaux préliminaires qui étaient engagés, mais l'absence du coordonnateur n'avait pas permis de se lancer effectivement à fond dans ce travail. Et donc, à l'heure actuelle, nous sommes en train de cavaler avec beaucoup plus de vigueur pour rattraper ça. L'objectif que le président avait indiqué pour l'année 2024, c'était au 31 décembre l'organisation du référendum. On a connu quelques difficultés d'environ qui nous ont fait perdre 1 mois et demi, 2 mois, parce que les kits qui devraient servir pour le fichier électoral n'ont pas été perçus à temps. Et d'ailleurs, une mission express comprenant le ministre de l'administration du territoire et les différents responsables de son département partent à Dubaï pour régler définitivement cet aspect, pour nous permettre, disons, de rattraper le retard. Parce que le président a indiqué, au cours de ce premier trimestre, une déclaration sera faite pour la convocation du corps électoral pour l'organisation du référendum. Cela veut dire que les ministères de l'administration du territoire et toutes les structures qui ont vocation à préparer cela doivent tout mettre en œuvre pour que le fichier électoral soit disponible pour qu'on organise le référendum le plus rapidement possible. Et l'engagement présidentiel devient de ce point de vue une décision majeure de tout le gouvernement pour tout mettre en œuvre pour que cela se fasse. À partir du moment où le référendum sera organisé, le reste des élections seront déclinées au cours de l'année. Pour l'instant, on n'a pas d'OGE, organe de gestion des élections, et beaucoup d'autres questions, même la loi, même le code électoral n'est pas encore prêt. Non, toutes ces questions sont... Le président avait dit premier trimestre, on est quasiment en février, au début, presque février. Non, de toutes les façons, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Voilà. Les difficultés réelles sont d'ordre technique, mais nous allons les régler le plus. Oui, monsieur le Premier ministre, parce que la question c'était de savoir, avant d'aller dans les perspectives, c'était de savoir par rapport à 2024. Alors, vous dites, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites à temps, il y a une lenteur. Est-ce que la lenteur, ce n'est pas aussi parce que vous n'avez pas écouté votre opposition qui voulait qu'on continue avec le même fichier et vous avez voulu qu'on invente un nouveau fichier? Est-ce qu'il y a des réflexions dans ce sens, tel qu'il le dit? Non, je vais vous dire franchement. Ceux qui ont utilisé l'ancien fichier qui a été... pour aller vite, pour aller à la catastrophe. D'accord. L'ancien fichier qui a déjà conduit à 200 morts, les protagonistes de cette tragédie se retrouvent aujourd'hui ensemble pour utiliser ce qui a amené à ce que 200 enfants de ce pays périssent. Est-ce responsable? Ça pouvait être amélioré. Oh là là. Donc vous allez faire un nouveau fichier. Le nouveau fichier rentre en ligne de compte parce que nous ne voulons pas recréer les mêmes faits qui ont amené à ce que le pays, quelques années après, se retrouve dans une dynamique de crise institutionnelle qui a amené à une transition. Il faut que les gens soient responsables. Et la responsabilité, dès le début, au lendemain du 5 septembre 2021, c'est à ce niveau-là que certains responsables politiques, nous avons divergé. Oui, parce que certains voulaient coûte que coûte en 6 mois. Vous avez fait ce que vous avez à faire. Certains des soldats ont péri. Vous êtes là pour
très rapidement dégager le plancher et nous allons venir puisque nous sommes des super Guinéens en capacité de gouverner. Oui. Sans une analyse profonde, détachée des éléments qui ont été à la base des crises répétitives que la Guinée a connues. C'est une irresponsabilité. C'est une irresponsabilité. Et même aujourd'hui, je peux vous dire, excusez-moi, parce que là, il faut qu'on soit clair. Oui. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui appellent à une interruption par des forces de défense et de sécurité, des appels pour qu'il y ait une crise institutionnelle majeure dans ce pays. Est-ce que c'est responsable pour des hommes et des femmes qui ont été à un moment donné en charge de parler et d'agir au nom du peuple de Guinée? Lorsque vous n'assumez pas votre responsabilité avec sagesse, avec une prise en compte de l'intérêt national, vous allez subir la rigueur de la loi. Et c'est la raison pour laquelle donc une sanction. Attendez quelqu'un qui appelle publiquement à un coup d'État. Est-ce que vous voulez qu'on laisse une forme d'impunité qui remet en cause la stabilité du pays? Si vous voulez qu'on se maintienne cette impunité, vous êtes aussi responsable. Et c'est la raison pour laquelle on leur dit maintenant, c'est fini. Le ministre de l'administration du territoire a déjà convoqué certains responsables politiques de certains partis pour leur dire oui ou non. Est-ce que votre institution politique assume la déclaration de votre leader? S'ils disent qu'ils assument la déclaration de leur rigueur, l'administration du territoire, en conformité avec la charte, prendra sa décision. Le ministre de la Justice, par rapport à des déclarations qui remettent en cause la sécurité nationale, agira. Le ministre des Affaires étrangères, en ce qui le concerne, devra mettre tout en œuvre pour que cette décision, cette approche soit partagée à l'ensemble des ambassadeurs ici accrédités en Guinée et les représentants de la communauté internationale. Les gens qui ont accumulé de l'argent et qui utilisent cet argent pour acheter des influenceurs, des canaux médiatiques à gauche, à droite, pour remettre en cause la stabilité de ce pays, l'impunité de ce côté-là, c'est fini. Voilà, c'est fini. Monsieur le Premier ministre, il y a aussi un autre aspect de la question. Vous êtes en charge du dialogue politique. Il y a certains acteurs majeurs de la classe politique qui ne sont pas là. Vous dites que nous allons aux élections. Avec qui allons-nous aller aux élections? Et deuxièmement, nous irons aux élections avec des hommes et des femmes voilà, de ce pays, des citoyens de la République de Guinée, et qui vont demander, disons, le suffrage de leurs compatriotes. Et de plus en plus, la question du général se pose. Certains, du général Mamadi Doumbouya, bien entendu, certains ministres prennent la parole pour dire que certaines populations prennent la parole pour demander qu'il continue ses œuvres. Au gouvernement, quelle est la position du gouvernement par rapport à la candidature du président? La position du gouvernement est d'être en conformité avec les règles constitutionnelles qui seront validées par le peuple souverain de la République de Guinée. C'est-à-dire lorsque la Constitution, après son adoption, c'est elle qui définira la ligne d'action globale. Et je dois vous dire aussi, dans ce pays, cette culture qui a été longtemps entretenue, démagogique, il faut s'arrêter. Il faut qu'elle s'arrête. Ce qui est le plus fondamental. J'ai dit à l'ensemble des membres du gouvernement, la meilleure campagne que vous pouvez faire, c'est d'avoir des résultats par rapport à la mission qui vous est dévolue. Avoir des résultats. Lorsque les populations sont satisfaites, comme je l'ai vu avec les ressortissants de Tougué, qui ont, en signe de reconnaissance, octroyé à titre personnel au président de la République 9 parcelles pour qu'il puisse construire à Tougué un domicile pour lui et pour sa famille, c'est un acte majeur
de reconnaissance qui est significatif. Donc, cela veut dire pourquoi ils l'ont fait. C'est parce qu'ils voient qu'il y a du goudron dans leur ville, qu'il y a de l'adduction d'eau, qu'il y a de l'électricité. Et bientôt, la route, Labé, Mali, Tougué, Dinguiraye, à travers le projet de construction du barrage de Koutamba, sera une réalité. Nous allons rechercher le financement pour que le barrage puisse être construit. Vous êtes déjà prononcé... Excusez-moi, lorsque les gens, la pause de la prière, Labé, Mali, un axe majeur de développement. Vous avez entendu un des doyens dire que depuis plusieurs décennies, nous sommes en train de prier pour que de notre vivant, nous puissions voir la route Labé-Mali se réaliser. Et ce sera une réalité. Et ils savent qu'il y a d'ores et déjà les engins qui sont en place. Nous allons continuer cela, la réfection de la route Mamou-Farana, Mamou-Labé. On ne réhabilite plus l'ancienne voie. C'est une nouvelle construction pour que ça soit durable. Ce qui fait que nous sommes en train d'assurer le montage qui permettra le plus rapidement, particulièrement, à titre d'exemple, Mamou, Labé, il y aura 4 entreprises en même temps qui vont être sur le chantier pour que ça ne connaisse pas du retard. Donc, lorsque la meilleure campagne possible, par la ministre, par tout le monde, c'est obtenir des résultats. Si vous n'avez pas de résultats, vous commettez un acte qui discrédite celui qui vous a fait confiance. Et c'est la raison pour laquelle, malheureusement, certains se retrouvent en train d'être en bisbille avec la loi et la justice. Monsieur le Premier ministre, vous avez été aussi en charge du dialogue avec les médias. Vous l'avez suspendu. Et est-ce que vous avez préféré travailler peut-être en souterrain pour publier un jour les résultats, ou bien les cordons vous avez sectionné complètement le cordon? Vous savez, nous sommes dans une phase de transformation, d'un changement de cycle politique de manière globale, c'est-à-dire de gouvernance également. Ceux qui n'ont pas compris cela risquent d'être en marge de cette nouvelle évolution. Mais c'est les Guinéens que vous devez occulter, parce que c'est vous qui avez en charge le dialogue social. Non, le dialogue avec les médias. Il le sait puisqu'il était partie prenante de ce dialogue. Dès ma nomination, j'ai fait le tour. Non, on est beaucoup plus dans les perspectives. Non. Sinon, l'histoire, on l'a suivi un peu. Attendez, parce qu'il faut parler du passé. Je vois régulièrement dans des rapports les médias. Mais il faut se rendre compte d'une chose. Les médias, on leur a tendu la perche. J'ai négocié avec le président de la HAC, les associations de presse. J'ai demandé au président, malgré tout ce qu'il a ressenti comme à titre personnel, comme une frustration, de reconsidérer le problème pour qu'on puisse avancer. Lorsque tout était finalisé, on leur demande, conformément à ce qu'ils avaient convenu, de faire en sorte qu'il y ait le texte d'autorégulation qu'eux-mêmes ils avaient proposé, soit signé par tous les acteurs. Ça a été fait. Mais certains d'entre eux ont allumé le feu. On vous tend la main et vous mordez les doigts. La question, c'est de savoir maintenant non, ce que vous attendez. Oui. Donc, c'est à ce niveau-là que la sanction est tombée. Oui, je vois. Ce qui ne peut pas survivre est appelé à disparaître. C'est la loi darwinienne. Il faut s'adapter. C'est la transformation. Si on refuse de se transformer, que ce soit sur le plan médiatique ou sur le plan politique ou sur d'autres plans, on disparaît.
Il y a de nouveaux médias qui sont en train d'émerger. Avec beaucoup de difficultés. Non, je sais, mais c'est une période d'enfance. Dans quelque temps, ils auront les ressorts et les assises nécessaires pour leur propre développement. On disait qu'on a interdit les médias sur le bouquet Canal+. Aujourd'hui, il y en a combien, monsieur Camara? Il y en a que très peu. Non, il y en a combien? De Guinéens. Bien sûr. Oui, il n'y a pas plus de 5 médias. Mais déjà, guinéens attendez, 5, oui. mais avant. Il y avait plus? Non. Non, si. Il y a que 2 ou 3. On parle de médias représentatifs. Il y a 2 ou... Attendez, non, attendez. Représentatif. Oui. Mais vous croyez que la représentativité, c'est quelque chose d'immuable qui reste? Aujourd'hui, vous pouvez être représentatif. Mais demain, vous êtes has-been, puisque vous ne correspondez plus à la situation qui se propose. Si vous n'acceptez pas de vous remettre en cause, vous disparaissez. Alors, monsieur le Premier ministre... Et je veux être clair. Il y a la place TNT. Si on le fait, c'est la modernisation des médias. Oui ou non? Oui. Si on n'en voulait pas, on aurait dit ce projet, mettons-le au frigidaire. Mais c'est pour la transformation. Et cette transformation, c'est pour que tout le monde, dans le cadre de cette refondation de la société, de l'État, des institutions, utilise cette voie pour se remettre en cause. Celui qui ne se remet pas en cause, qui estime qu'il a tout le savoir, c'est lui la légitimité, c'est lui la représentativité, je suis désolé, le monde change. Le monde est en perpétuelle évolution. Juste une question. On est d'accord que le chef de l'État a même mis à la disposition de la presse une maison de la presse. C'est une première. Et puis, en termes de nomination. Non, c'est une occasion de se dire les quatre. En termes de nomination, combien de journalistes ont eu l'opportunité, à titre individuel, peu importe, ont eu l'opportunité d'être nommés à des... C'est une illustration de plus, comme quoi il n'y a pas une volonté liberticide. Au contraire, c'était une volonté d'ouverture, d'épanouissement. Mais certains, mus par des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'intérêt collectif, ont estimé qu'il fallait jeter ça à la poubelle. Et ça n'a pas marché. Monsieur le Premier ministre, on n'a plus beaucoup de temps. Nous sommes pratiquement vers la dernière partie de cette émission. Et on avait prévu aussi un volet qui concernait votre action de coordination, le climat de travail à l'intérieur du gouvernement, et puis les nouvelles lettres de mission, parce que lors de votre retraite, vous en aviez parlé. Voilà. Qu'en est-il? En résumé, les lettres de mission, au plus tard, des premières semaines du mois de février, vont être distribuées à tous les ministres. Mais je dois dire que ce seront des lettres de mission mesurables, quantifiables, avec des objectifs précis. Parce que l'année 2025 doit être une année de réalisation des engagements. Sauf que vous n'évaluez pas. Vous êtes un gouvernement qui n'évalue pas. Ce que vous croyez. Oui, mais votre prédécesseur avait institué... Moi, lorsque je suis venu, je vous ai dit que je suis venu dans une période de sinistre national. Comment vous pouvez évaluer quelque chose alors que vous êtes dans une période d'urgence? Il y a le feu à la maison. On est à 7 mois de... Attendez. Et comment pouvez-vous évaluer, disons, des structures alors que les structures doivent être revisitées, re-questionnées pour que nous puissions avoir des structures en conformité avec ce qui doit être fait? Et c'est la raison pour laquelle 2025, il y aura des lettres de mission qui sont déjà engagées, des contrats de performance qui vont être très précis, des critères d'évaluation et des mesures. Je suis satisfait. Et à la suite des lettres de mission, est-ce que le gouvernement va être remanié? Qu'est-ce qui va être fait? Non, ou bien ça, c'est, disons, une décision discrétionnaire du président de la République. Est-ce que vous êtes satisfait actuellement du climat qui prévoit à l'intérieur du gouvernement? Parce que lors de la retraite, vous avez dit que les membres du gouvernement se sont parlé franchement, les yeux dans les yeux. Vous savez, il faut mettre tout le monde au travail avec des objectifs précis et une exigence d'atteindre ces résultats. C'est le cas actuellement, vous pensez? Nous y travaillons. Maintenant, tout le monde est appelé à mettre en avant
la question d'efficacité, l'atteinte des objectifs et des résultats qui ont été assignés à tous les membres du gouvernement, ainsi qu'au Premier ministre par le Président de la République. Et de ce point de vue, nous allons être fermes, nous allons être exigeants, nous ne voulons plus perdre du temps. Alors, Monsieur le Premier ministre, on est dans une année électorale. Le chef de l'État a dit que 2025 serait une année cruciale pour le retour à l'ordre constitutionnel. À l'ordre constitutionnel, je veux dire. Alors, qu'est-ce que vous faites pour apaiser le climat politique pour qu'à l'occasion de cette année électorale, effectivement, les morts que vous avez déplorés tout à l'heure ne soient pas Raison de enregistrées? plus, la lutte contre l'impunité pour tout le monde, Et la y promotion compris, La promotion du dialogue aussi, non? Attendez, y compris pour ceux qui commanditent des actions de déstabilisation du pays. La lutte contre cette impunité. C'est pas parce qu'on a à un moment donné été investi des pouvoirs les plus élevés en République de Guinée qu'on peut se considérer au-dessus de tout. Sinon, ça remet en cause l'indispensable nécessité de cette redevabilité. Et d'autres ont été à un moment donné à la tête de ce pays et ont été jugés pour des faits qui leur ont été reprochés. Donc pourquoi d'autres peuvent-ils se targuer d'être au-dessus et se permettre par leurs actions de... Ça, c'est la première action. Et les membres du gouvernement, surtout les trois que j'ai cités tout à l'heure, ont une mission particulière pour agir avec efficacité sur ce registre, pour stabiliser la situation, pour apaiser. Oui. Si au moment où on cherche la paix, la cohésion, il y a des gens qui soufflent le feu à tout bout de champ, ça ne marchera pas. Il faut que cela s'arrête. L'année 2025, c'est une année électorale, d'où la nécessité d'être intransigeant par rapport au respect d'un certain nombre de dispositions, parce que si on faiblit, ils vont à tout moment créer des problèmes à ce peuple. Vous les connaissez, ce n'est pas la peine de les citer. L'action est d'ores et déjà engagée. Ça, c'est pour dire, l'objectif, c'est de faire de cette année 2025 une année de stabilité, une année de paix. Maintenant, le dialogue. Oui. Le dialogue, vous savez, au début... Inclusif. Le comité interpermanent lui-même, il fonctionne Maintenant, à chaque géométrie parti. variable. D'ailleurs, j'ai invité les partis le vendredi prochain pour leur présenter les vœux et pour échanger. Et relancer le comité permanent? Non. Du dialogue interguinéen, il est mort ou qu'est-ce qu'il est fait? Ils doivent être reformulés. Okay. Parce que vous savez, il y avec avait 35 résolutions. Okay. Les idées de base, les fondamentaux ont été déjà mis. Maintenant, tout le reste, c'est le déroulement et l'opérationnalisation de cela. On va être maintenant plus actif puisque le président a déjà indiqué l'année politique, elle est ouverte. Donc, on va opérationnaliser certaines dispositions pour que le dialogue ne soit pas un dialogue sur des principes, mais un dialogue pour voir ceci était convenu. Est-ce que c'est fait? Est-ce qu'il n'est pas fait? Quelles sont les mesures à prendre pour que ça se fasse directement ou le plus rapidement possible? Parce qu'il faut d'ores et déjà que toutes les structures qui ont été, disons, projetées puissent être... Les manifestations peuvent reprendre conformément à ce que le chef de l'État a dit. Les activités politiques. Les activités politiques. Les activités politiques. C'est la même chose, non? Non, ce n'est pas la même chose. Les manifestations, c'est la voie publique. Les manifestations... Ce sont aussi des activités politiques. Et le chef de l'État a dit qu'il consacre la reprise de ces activités politiques. Ce n'est pas la même chose. Les partis ont toujours eu leurs assemblées générales dans leur siège, n'est-ce pas? Donc l'activité politique, de manière la plus conforme avec les principes du droit, avec les principes, disons, du débat démocratique, peuvent reprendre. C'est ce qu'a indiqué le président. Pas les manifestations. Maintenant, une manifestation. Mais vous voyez bien qu'à l'issue de la tragédie du stade de Zéro-Corée le 1er décembre, des mesures strictes ont été prises. Lorsque vous organisez toute rencontre, même une rencontre festive, les conditions de sécurité vous incombent et si l'administration, les forces de défense, de sécurité doivent s'assurer si les conditions de sécurité pour l'ensemble des personnes pouvant être à ce lieu sont assurées avant d'autoriser
On en a assez de voir par irresponsabilité, par négligence, certains de nos compatriotes périr. Et je dois vous dire, par rapport à la question de cette tragédie de Zérekoré, une commission d'enquête nationale a été mise en place. Elle rendra son rapport dans les prochains jours. Contrairement à ce que des informations ont été diffusées à gauche, à droite, pour dire que le gouvernement guinéen ne veut pas parler, mais on a laissé la commission d'enquête, de la manière la plus impartiale et indépendante, faire son enquête, et le rapport sera publié dans les prochains jours. C'est qu'il y a eu un rapport des Nations Unies qui est récemment sorti sur l'évaluation des besoins dans le domaine électoral. Le rapport, en tout cas l'opinion guinéenne l'a trouvé plus ou moins critique vis-à-vis du gouvernement. Est-ce que vous avez des éléments de réponse, peut-être dans 2 ou 3 Non, j'ai des éléments de réponse. Le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Guinée, dans la volonté du gouvernement de mobiliser des ressources pour réaliser le processus de retour à l'ordre constitutionnel, a sollicité l'apport du système des Nations Unies. Donc c'est nous qui avons demandé, nous avons besoin que vous veniez évaluer nos besoins électoraux. Donc, maintenant c'est le tropisme négatif que certains experts, lorsqu'ils viennent, qui dépeignent tout en noir. Même le fait de mettre en ordre les partis politiques, les 50 partis qui n'avaient aucune existence, que le ministère de l'administration du territoire pour une question de conformité, a assaini. On présente ça comme étant une volonté de restreindre l'espace civique. C'est comme si Non, je me calme parce que ce rapport, je vais en discuter avec la coordinatrice du système des Nations Unies le 31 janvier avec d'autres responsables étatiques. Parce que quelqu'un qui vous demande, venez évaluer nos besoins, et vous venez vous dépeigner tout en noir, vous ne voyez rien de positif. Les mesures d'assainissement que nous sommes en train de faire, que le Sénégal même a repris récemment. Vous dites que ça, c'est pour restreindre l'espace physique, l'espace civique. C'est comme si certains de nos intellectuels perdent de vue le sens des réalités. Ce n'est pas un blanc qui a dit ça, hein. C'est un expert africain. Votre observation est notée, vous allez en parler avec plus avisé, peut-être. Et je vais vous dire quoi, puisqu'il faut dire, il faut que nos intellectuels soient honnêtes vis-à-vis des sociétés africaines. Il ne faut pas qu'ils utilisent leur position pour satisfaire des intérêts de certaines personnes. Ou même donner des leçons. Non, ce n'est même pas des leçons parce que ce n'est pas équitable, ce n'est pas franc et ce n'est pas en conforme avec la réalité. Monsieur le Premier ministre, ce débat est malheureusement terminé. On aurait bien aimé le poursuivre. Il y a des compatriotes qui vous ont posé des questions et on va les écouter et puis après vous ferez votre conclusion. Je me nomme Silla Aliabems. Je suis le secrétaire général du syndicat de transport et mécanique générale de la commune de Matoto. L'attente est trop, mais l'essentiel, c'est le soulagement du peuple. Vous savez, si ça ne va pas dans une maison, le seul responsable, c'est le père. Comme le chef de gouvernement, tout ce que le peuple a aujourd'hui, il est informé à la minute. Nous lui demandons tout ce qu'il a mené comme lutte et jusque maintenant là qu'il puisse mettre ça en œuvre. C'est-à-dire, il a mené la lutte pour une Guinée prospère, pour une Guinée indépendante, pour une Guinée de justice.
une grille rassemblée sans distinction. En tant que responsable de la pêche et de l'économie maritime de Kindia, nous attendons que le Premier ministre vraiment accompagne les idéaux de notre ministre, Madame Fatima Camara, qui a envie vraiment de réformer l'administration au niveau de la pêche, donner le matériel nécessaire aux agents de la pêche pour que le poisson soit abondant dans le marché. Je voudrais m'adresser au gouvernement et personnellement au Premier ministre. Il faut reconnaître que beaucoup de choses ont été réalisées, mais nous voulons toujours que le gouvernement améliore l'infrastructure routière, faire nos routes, agrandir la réalisation dans le domaine routier et en secondo, lutter contre la corruption qui gangrène l'administration publique, améliorer la bonne gouvernance. Et si j'ai un troisième point à suggérer au gouvernement, il serait ici de nous aider à avoir de l'eau potable pour la santé de la population. Je m'appelle Oumou Kamara, résident à Lansania, Takui. J'apprécie toutes les réformes et les acquis du gouvernement, mais ma préoccupation en 2025, Monsieur le Premier ministre, quelle politique que vous mettez en place afin que nous, la population, nous bénéficions de manière directe de tous les projets du gouvernement, car le projet Simandou il suscite beaucoup d'espoir pour nous, les citoyens. Ntanara Manu Conte, la Guinée-Canana, ngoyina bene samfilikan na ay quartier na samfin mais ntan nangam fala ma la Guinée ka birimbe nangam fala ma surtout mengasa imbe e nanga na ba fe e bara dul hot nanga na ba pour que politicien ba etamba e ga no do de table ga wa e ga fende ne fala nangam fam may boribe na fang mais man fe no mania de ga no arabadi et non ma politique bataille na na bada alko e hano landi e manga do table ma nga fenne ne fa alko yibogi hono sala de yare manga say xana ba ndan no ma nanam fala de be nanam fala ma gouvernement be nanam fala ma premier ministre be atamana président mon na tanan la gana du khotara ba dangan no ma fande bogi be. Non, je crois qu'il faut saluer cette volonté de l'ensemble de la population pour qu'il y ait un réel dialogue dans ce pays, parce que les gens ont beaucoup souffert de l'absence de dialogue. Maintenant, il faut que tous les acteurs se rendent compte de cette volonté collective de régler tous nos problèmes par le biais du dialogue. Ce qui n'est pas le cas de certains de nos compatriotes. On les respecte dans leur statut et leur dignité, mais il faut qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils se soumettent à la volonté populaire. Et donc, l'esprit du dialogue existe. Je donne des exemples. Le bureau du Premier ministre ne désemplit pas. J'ai invité récemment tous les anciens premiers ministres qui sont en possibilité d'être à Conakry autour de la table pour une présentation des vœux. Ça a été l'occasion d'échanger et ça a été l'occasion de partager des préoccupations communes. Et il y avait à peu près 6 ou 7 premiers ministres. Oui. Donc c'est pour dire que la nécessité à tout moment d'user du dialogue pour régler des problèmes est indispensable. Et le président est également dans cette lancée puisque c'est lui qui a indiqué que le dialogue est l'outil par lequel nous pouvons régler nos problèmes. Les syndicats également sont régulièrement reçus pour dire avant qu'on enclenche d'autres procédés qui peuvent dégénérer, mettons en œuvre une dynamique de dialogue pour régler nos problèmes. Je donne un autre exemple. Il y avait une crispation à Bofa par rapport
l'exploitation minière, certaines populations estimées ne recevant pas leur dû à travers le FODEL, à travers des mesures que la société Chinalco devrait mettre à leur disposition. Nous avons mis en avant, au lieu d'agir par la force, nous avons préféré dire « allons écouter la population, écoutons-les ». Et de fil en aiguille, on a trouvé une manière responsable de régler le problème. Et aujourd'hui, je suis heureux de dire qu'à travers cette dynamique, pour ceux qui empruntent la route, il faut jeter un coup d'œil sur les bâtisses de la préfecture de Bofa. Les choses vont changer. Des activités de rénovation sont engagées. Mais c'est le processus du dialogue qui a permis d'enclencher ces réalisations. Donc le dialogue est, disons, la dynamique sine qua non. Maintenant, les formes peuvent changer. C'est pas parce qu'il y a 2 ans, on a eu une forme que nécessairement que c'est la même forme qui peut persister. Donc, il y a toujours des ajustements. Et c'est ça qui est le plus difficile. Okay. Le dialogue, l'esprit du dialogue demeure. La manière d'organiser ce dialogue doit être revisitée à chaque instant puisque les conditions ne sont plus les mêmes. Ouais. Et nous allons activement relancer cela. La présentation des vœux, c'est une forme. Les contacts des acteurs politiques avec le ministère de l'administration du territoire pour participer à toutes les activités possibles sont engagés. L'invitation que le ministre de l'administration du territoire a fait à certains dirigeants politiques dont les leaders ont eu des propos et des attitudes non conformes à l'esprit républicain, les responsables locaux ont indiqué qu'ils ne partagent pas par rapport à ceux qui étaient venus en premier lieu, qu'ils ne partagent pas les déclarations de leur leader, ça n'engage que lui. Et à tout moment, s'il y a nécessité, nous pourrons mettre, disons, les PV de ces échanges sur la place publique. Vous avez une compatriote qui a parlé des réformes qu'elle souhaiterait voir au cours de l'année 2025. J'ai l'impression qu'elle parle beaucoup plus d'emploi parce qu'elle a dit que non, elle a raison. Simandou suscite beaucoup d'espoir. Elle a raison. Voilà. La question de l'emploi est fondamentale. Okay. Un jeune qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de revenus, c'est une désespérance pour lui-même, pour ses parents. 2025. Je ne veux pas faire des effets d'annonce. Je préfère que les gens par la suite voient concrètement ce que le gouvernement mettra en place pour relancer, pour mettre nos jeunes compatriotes au travail avec des emplois qui leur permettent de se reconstruire. Parce que le vaste projet que nous avons pour accueillir les migrants qui sont expulsés des territoires où ils sont actuellement, ceux qui sont déscolarisés et qui se posent des questions sur leur avenir, nous sommes en train de faire émerger un programme qui fera l'objet de discussions, d'échanges avec même certains partenaires techniques et financiers ou même certains États pour que nous puissions le lancer le plus rapidement possible. Je dois même dire, par rapport à ça, il y a un processus de création d'une banque pour les jeunes. Lorsqu'on dit jeunes, c'est les femmes et les garçons. Donc, pour leur apporter le concours nécessaire. Et si, avec l'aide de Dieu, ce que nous envisageons dans les prochaines semaines se réalise à travers nos discussions que nous devons avoir avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, ça répondra d'ores et déjà, si cela se concrétise, parce que avec l'aide de Dieu, puisque c'est cela, nous avons la volonté, mais la puissance divine est de loin supérieure. Pour le secteur de la pêche, puisque le jeune tout à l'heure disait, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec l'aide de la Banque mondiale, nous aurons 85 millions de dollars pour la pêche. Et là, cette façon, à partir de là, les marieuses, les
entrepôts frigorifiques que nous avons inaugurés à l'intérieur, notamment avec Madame la ministre Fatima Camara, à Cancan et à Zéro-Corée pour le moment, d'autres entrepôts frigorifiques à l'intérieur du pays seront construits également, permettra une accessibilité à une nourriture halieutique à la population. Parce que la question de la nutrition, elle est fondamentale. Si on veut donner des chances à tous les enfants pour qu'ils grandissent en s'épanouissant, en ayant des facultés qui leur permettent d'acquérir tout ce que Dieu leur a mis à leur disposition, il faut qu'ils se nourrissent bien. Donc, cela va être mis en place. Et nous allons, avec la ministre, réorganiser le secteur de la pêche. Les marieuses, ces femmes qui s'échinent à faire en sorte que la pêche puisse nourrir certains de nos compatriotes, on va les pousser à monter en aval pour qu'elles ne soient pas simplement au bas du processus, mais qu'elles montent en échelle. Donc ça, c'est pour le secteur de la pêche. La pêche, la pisciculture, pour nous permettre de stocker l'eau dans des bassins de rétention, d'encourager la pisciculture, créer de nouvelles activités avec de nouveaux revenus, ça fera aussi partie simplement pour ce secteur de ce que nous allons faire. Donc, la question de l'emploi, elle est fondamentale. La question même du bonheur, même de ce qu'on peut... C'est la dignité de l'être humain qui ne peut pas être fait sans que les gens aient un revenu. Donc, sans qu'ils ne puissent avoir un emploi décent, un emploi qui leur permette d'entrer dans un processus de création. Il y a un compatriote aussi qui vous posait la question, qui apprécie les infrastructures routières. Il pense que c'est une dynamique qu'il faut soutenir et qu'il faut lutter aussi contre la corruption. Contre la corruption. Oui, contre la Mais corruption. si on ne lutte pas contre la corruption, on ne peut pas réaliser beaucoup de choses. On prendra du retard parce que l'argent de la corruption, cela veut dire que des infrastructures qui auraient dû être faites ne l'ont pas été parce que l'argent a été détourné vers d'autres destinations. Mais l'autre sens de sa question, il parle de votre combat. Certainement, c'est un de vos admirateurs qui parle du combat que vous avez mené. Et sur ce parcours-là, vous avez effectivement mené un combat, notamment pour les droits de l'homme. Aujourd'hui, qu'en dites-vous? Non, par rapport à la question de l'emploi. La corruption. Ouais, Non, par rapport à la corruption. Oui, là. Vous savez, il y a des transformations majeures. Je n'ai pas eu l'occasion au cours de nos débats d'amplifier cela. Il y a la digitalisation de l'administration qui est devenue une priorité, la priorité des priorités. Digitaliser, cela veut dire assurer la traçabilité, faciliter la transmission, disons, de l'information pour que ça soit accessible à tout le monde. La passation des marchés publics, à l'image de ce que le Rwanda a fait, est réalisée et finalisée. Et ça, c'était une initiative du président de la République lorsqu'il est allé au Rwanda avec le président Kagame. Ils se sont dit il faut que la Guinée épouse cette initiative, cette transformation que le Rwanda a réussi. Nous aussi, on l'a réussi. Vous avez vu une publicité Tolemo. C'est comme cela que le processus de passation des marchés publics va être engagé pour que ça soit digitalisé. Au niveau des impôts, il y a des transformations qui ont en cours. La circulation monétaire, pour payer par exemple les taxes, il y a le truc que le ministre des Finances et de l'Économie a lancé par rapport au... FUGAS. Non, pas FUGAS, le truc paye trésor. Cela veut dire si vous avez une amende, vous pouvez de manière digitalisée en ligne procéder au paiement pour renflouer les caisses directement. Donc, il y a des transformations majeures qui sont lancées à la fin de 2024 et au début de 2025 qui montreront leur efficacité au cours de l'année 2025 pour nous permettre d'assurer une meilleure collecte de nos ressources. Il y a tellement de choses qui sont en jeu. Le SWIFT que la Banque centrale a initié pour que même les établissements de microfinance
que vous n'ayez plus besoin d'aller dans les agences pour réaliser certaines de vos opérations. Donc, c'est une digitalisation progressive, soutenue, conçue pour que l'économie de ce pays puisse être beaucoup plus performante. Bien entendu, tout ne se fera pas sans de temps en temps des couacs, sans de temps en temps rencontrer des écueils, mais la volonté de transformer en profondeur économiquement ce pays est soutenue. Ça va permettre de lutter contre la corruption et de ne plus permettre que la corruption puisse exister par certains biais. Bien entendu, vous savez, chaque chose, au fur et à mesure que vous avancez, vous découvrez d'autres choses, d'autres aspects, mais la volonté de limiter au strict minimum ce coulage de nos richesses va être l'un de nos objectifs qui sera soutenu sans fanfare. 2025, le dernier compatriote lui parlait beaucoup plus de justice sociale, si j'ai cru comprendre. De justice sociale, c'est-à-dire l'équité sur certaines questions fondamentales de la vie de la nation. Non, c'est vrai. La couverture maladie est une mesure qui va dans ce sens. Mais la couverture universelle, ce sera celle-là qui va permettre à tous les citoyens de ce pays d'en profiter. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire pour le moment. Mais, par exemple, il y a 2200 écoles qui vont être connectées pour que l'outil informatique puisse être un outil pédagogique qui nous permettra de faire en sorte que dans nos écoles, les écoles primaires, que très tôt, les enfants puissent, être familiarisés à l'utilisation de cet outil de la 4e révolution industrielle. Donc, c'est des dynamiques qui sont engagées. Mais, il faut que cela soit soutenu fermement, efficacement, et dans quelque temps, on verra les résultats de tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Par exemple, imaginez cette volonté par rapport à Kaporuraï, cette volonté de rendre justice, que nous ayons réussi plusieurs années après cela à dire l'État met à la disposition des victimes de la destruction de Kaporuraï un espace foncier. Je le voulais un peu réparation, des recommandations des assises nationales. Bien sûr, mais comment un rapport de ce type n'a rien observé de ce genre, de cette volonté nationale qui est là? Maintenant, le jeu, c'est que vous devez regarder 2025 et puis avoir au moins 2 ou 3 bonnes idées et puis votre message au peuple guinéen pour conclure. Bon, l'année 2025, c'est une année de basculement de la Guinée. Basculement. On a ramé ces derniers temps, mais avec l'aide de Dieu, 2025, c'est le début d'un autre processus pour le pays. Stabilité politique, stabilité institutionnelle, de réelles performances économiques pour avoir des taux de croissance, parce que l'objectif qu'on se fixe, c'est 2 chiffres. Ce n'est pas faire 6, 7, 8, c'est aller au-delà pour que dans la durée, que ce pays puisse résorber la question de la pauvreté. Et que 2025 également permette à la Guinée d'avoir la quiétude, d'avoir la paix, d'avoir la stabilité, conforter les dynamiques de réconciliation nationale, rassurer tout le monde que ce qui se fait, ce n'est pas au service de quelques-uns, c'est au service de tous et que les gens puissent le constater par eux-mêmes. Non pas parce que quelqu'un leur a dit cela, mais qu'ils le constatent par eux-mêmes. Donc la question de la dame concernant l'emploi, concernant de réelles perspectives pour nos jeunes de se rendre compte qu'ils ne sont pas abandonnés, c'est 2025 qui permettra de fixer les horizons du futur de la République de Guinée et de la société guinéenne. Ça, fondamentalement, je tiens à cela. Et le président également indique que c'est cette année la population nous regarde.
la population exigeante. Et il faut que chacun d'entre nous, au niveau de sa position, ait des résultats concrets. Pas du blablabla, mais du résultat concret à la grande satisfaction des utilisateurs donc de la population. C'est ça l'objectif. Et puis, avec l'aide de Dieu, nous serons accompagnés. Nous aurons ce que nous avons. Et nous allons tout mettre en œuvre pour l'utiliser avec efficience. Et aussi, la communauté internationale sera à l'écoute et apportera sa contribution pour que ce pays qu'est la République de Guinée soit un pôle de stabilité, un pôle de développement pour permettre à ce que la région, c'est-à-dire ouest-africaine, soit, disons, progressivement pacifiée. Parce qu'il faut que les autres se rendent compte que la Guinée, dans sa démarche singulière, a réussi à remettre ce pays dans une position standard, convoitée, parce qu'il y a la paix, il y a la réconciliation, il y a le progrès et il y a des infrastructures qui sont en train d'émerger. De l'autre côté, nous allons aller dans une dynamique beaucoup plus innovante. La question du crédit carbone. Nous avons un potentiel extrêmement important qui nous permettra d'avoir des financements que nous n'avons jamais sollicités par le passé, mais qui permettront de moderniser nos structures et nos formes de pensée. L'érection du massif du Fouta Djallon comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Les gens ne se rendent pas compte qu'est-ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est un autre écosystème qui va être mis en place avec des interventions qui permettront aux citoyens d'être dans une logique de résilience accrue, tout en protégeant le massif. Parce que le massif, s'il n'y a pas d'eau, les fleuves vont tarir. Et si les fleuves tarissent, c'est l'Afrique de l'Ouest qui sombrera dans le chaos, parce que s'il n'y a pas d'eau, c'est la guerre. Et comme Dieu nous a donné suffisamment d'eau, et c'est nous qui ravitaillons cette partie du continent africain, il est important que nous portions le leadership pour que ce massif, à l'instar de l'Amazonie et du bassin du Congo, soit aussi un bassin protégé. Et ça, il y aura des retombées pour les populations directement. Parce que nous n'allons pas nous permettre n'importe quoi au risque de détériorer le massif. Parce que si le massif est détérioré, c'est des populations jusqu'au Tchad, au Cameroun, au Nigeria qui seront affectées. D'où le fait que nous protégeons cette richesse commune. Il faut que ceux qui protègent cette richesse puissent aussi avoir leur part dans, disons, dans cet effort collectif. Merci. C'est bien noté, Monsieur le Premier ministre. Ce numéro de l'émission On fait le point est à présent terminé. Nous avons eu l'immense privilège de recevoir le Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba, sur ce plateau. Merci, Monsieur le Premier ministre, de vous être prêté si généreusement à cet exercice de redevabilité. Merci, c'est nous qui vous remercions et merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué à ce que cela se réalise. Ouais. Et soyez plus exigeants envers les membres du gouvernement pour que de manière régulière, chacun, lorsque les journalistes le sollicitent, puisse apporter des éléments de réponse aux préoccupations, pas simplement du journaliste, mais parce qu'à travers le journaliste, c'est la population qu'il faut informer. Ce débat a été animé par Thierno Amadou Kamara Ibrahima Khalil Diakité et avec une assistance particulière de l'équipe de production de On fait le point. Merci à vous tous et à très vite.